Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Quitter la ville, mieux vivre à la campagne. Aujourd'hui, je vais être un petit peu négatif, pas sur vivre à la campagne, au contraire, mais sur ce que ça révèle grâce à ma nouvelle vie, et je pense la nouvelle vie pour la plupart des personnes qui vivent à la campagne, ce que ça révèle des priorités des êtres humains dans notre société française très, je n'ose plus dire industrielle parce que on a désindustrialisé la France à grande échelle avec plutôt une société qui s'est occidentalisée, qui s'est industrialisée, qui s'est tertiarisée, numérisée. Euh, donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a sur le terrain, et le terrain, quand on dit le terrain, vous entendez souvent dire ça par des responsables politiques. Moi, je suis quelqu'un de terrain, etc. Donc, il y a des abus, c'est confondu. C'est un petit peu comme le terme un projet de territoire. Ce qui compte, c'est les territoires. Après, malgré l'abus, malgré parfois l'usage politicien de termes qui peuvent les dénaturer, il y a quand même beaucoup de réalité de ça. Et donc, je critique pas, cet épisode ne critique pas les responsables politiques qui se disent de terrain. C'est pas du tout le sujet. Donc, je vais directement sur le sujet maintenant, c'est le terrain et les territoires, vivre et travailler loin je pense que ce qui est surtout sous-entendu, l'impression, c'est loin de centres de décision, d'élaboration de politique publique, où ces personnes-là ou alors ces infrastructures ne montrent pas un lien physique et de conscience avec la mise en œuvre des projets qui vont être impactés par ces décisions. Voulant dire, il y a beaucoup d'activités humaines qui se fait dans des infrastructures construites, des centres de débat, des salles de réunion, des bureaux tout petits, qui vont ensuite avoir un impact sur comment soit des entrepreneurs, soit des chefs d'entreprise, masculins et féminins, et leurs équipes mettent en œuvre des projets ou mettent en œuvre l'activité d'une entreprise ou d'une collectivité. Souvent, on fait référence à ça. Et je suis assez d'accord quand même avec une revendication davantage de prise en compte du quotidien sur le terrain des acteurs économiques. Et acteurs économiques, je mets tout le monde dedans. Je mets les entreprises, les entrepreneurs, les personnes en micro-entreprise, les grandes structures, les associations et les collectivités. Les collectivités et les organismes publics sont des acteurs économiques puisqu'ils ont un immense impact tout de même sur l'activité emploi, sur la commande publique et donc sur les orientations, sur la R&D, etc. Et je suis moi-même entrepreneur dans la ruralité, principalement, même si j'ai un pied dans les deux mondes. Je suis basé dans la ruralité, je suis basé dans la campagne. Et donc j'ai la chance de voir autour de moi beaucoup d'éléments physiques de la nature. Je vois les agriculteurs, je vois beaucoup d'artisans, je vois beaucoup de personnes qui travaillent sur des secteurs primaires et secondaires et beaucoup de liens avec les éléments physiques de notre planète, nos écosystèmes. Ce que je déplore, c'est qu'il est très complexe et il est très long et il est stressant et il est parfois redondant de devoir remplir les dossiers, de devoir modifier ce que nous faisons en matière de suivi de nos activités constamment. Mais quand je dis constamment, je ne dis pas d'un mois à un autre, je dis pour une institution ou une autre. Même s'il y a une simplification annoncée et qui est censée être en cours, j'ai bac plus 5. Je gère 7 numéros SIRET. J'ai beaucoup d'expérience dans la levée de fonds, dans la gestion administrative et financière.
J'ai dirigé une fondation de reconnue d'utilité publique. Je ne l'ai pas fait seul, hein, pas du tout. Mais j'ai créé deux associations et j'étais vice-président d'une autre. J'ai été au conseil d'administration d'une autre association. J'ai fait plusieurs activités de bénévolat dans d'autres. J'ai 3 entreprises. Je sais faire, malgré les difficultés souvent rencontrées, parce que je fais beaucoup de projets à impact aussi, qui ne sont pas toujours si faciles à financer. Malgré une restructuration de l'association Landestini qui est très douloureuse et difficile, mais qui pour l'instant on réussit à faire, je maintiens que je ne suis pas néophyte de la gestion administrative et financière, et je ne suis non plus, je ne dirais pas que c'est ce que je fais de mieux, mais je fais le nécessaire. Et c'est trop lourd, je le dis. Et donc dans la campagne, je reconnais cela. Alors cet épisode ainsi n'est pas directement un éloge de vivre à la campagne, c'est une critique de comment nous sommes déconnectés de ce qui est le plus important. Alors les règles, les normes, les procédures existent peut-être pour des bonnes raisons. Je dis peut-être. Pourquoi est-ce que je dis peut-être? Parce que le positif du peut-être, c'est parce que ça évite des abus, ça évite des mauvaises pratiques, ça évite de la triche, ça évite un mauvais suivi, peut-être. Mais l'hésitation du peut-être, c'est le côté négatif, c'est je crains qu'il y a une sorte de conscience collective qui est créée dans cette déconnexion à la nature, dans cette déconnexion à l'activité principalement nécessaire pour que l'humain vive et survive chaque jour, c'est-à-dire la consommation de choses nécessaires et essentielles. La déconnexion à ces deux choses-là fait que nous nous autorisons, notamment dans des zones urbaines où cette déconnexion est plus forte, de se donner une importance à réfléchir à la complexité et à l'exhaustivité de règles qui, quand on rajoute à cela un phénomène extrêmement puissant et réel qui est un travail en silo de beaucoup de structures administratives, financières et de décisions institutionnelles et politiques, provoque une immense difficulté pour les acteurs qui mettent en œuvre les projets et qui conduisent les activités de suivre. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup de facteurs qui ne sont pas propres à des décisions d'une seule ou d'un petit groupe ou d'un seul groupe de personnes. Donc on ne peut pas critiquer et pointer du doigt un interlocuteur en particulier, c'est ça qui est difficile dans cette affaire, mais que l'interaction entre ces différents facteurs font que c'est très difficile sur le terrain. Et je crains que nous avons entretenu et accéléré et intensifié ce système plutôt que de le simplifier dans la réalité depuis 10 ans. Et moi, je le sens depuis les 15 ans que je travaille. Pour moi, ça ne s'est pas facilité. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait une prise en compte et que partout, les mesures qui enlèvent la redondance, qui enlèvent la double justification, qui enlèvent la surcharge d'informations très difficilement produites, que ces mesures soient mises en place. Parce que la réalité, c'est que nous sommes suffisamment nombreux et nous avons les outils suffisamment sophistiqués pour pouvoir évaluer des dossiers, pour pouvoir évaluer des projets de manière holistique, un peu plus humaniste, un peu plus pluridisciplinaire, et qui ne passe pas d'abord par un filtrage ultra stressant et ultra froid qui dessert la mécanique. Un filtrage par des documents, des logiciels standardisés qui en plus changent très souvent. Et
des exemples de ça sont quand on remplit un dossier, par exemple, de financement. Il faut souvent mettre les mêmes informations dans plusieurs documents différents qui ont des subtilités de différence aussi. Qu'il y a une différence, là j'ai rempli un dossier encore ce matin, les documents CERFA, notamment sur les budgets, ils collent à 80% avec les documents qui sont fournis par les experts comptables, mais pas à 100%. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de travail à faire soi-même, ça serait presque plus rapide de juste refaire le tout, au lieu d'essayer de faire le lien entre les deux documents. Ces éléments, et après j'ai pas envie d'entendre il faut demander à l'expert comptable de le faire. Non, parce qu'après l'expert comptable il faut le rémunérer aussi. Donc il faut arrêter de se dire oui mais il y a des personnes, chacun son métier. Non. Il faut pas toujours séparer les compétences et se dire qu'il y a un métier pour tout. Oui, il y a un métier pour tout, mais à un moment donné, il faut aussi promouvoir l'autonomie, promouvoir la capacité de faire des choses soi-même et pas rendre les acteurs économiques, et d'ailleurs pas rendre les citoyens complètement démunis face aux outils et aux équipements et aux dispositifs qu'on est censé utiliser au quotidien pour pouvoir vivre en société. C'est pas possible ça. Je fais un parallèle qui est pas absurde du tout, mais les véhicules ou les équipements électroménagers vont dans le sens de plus en plus de difficultés pour les usagers de les réparer eux-mêmes. Pourquoi ? Pour des raisons économiques évidemment, parce qu'on a envie qu'on soit dépendant de celles et ceux qui viennent réparer, etc. On est dans un, c'est très très pervers quand on y pense, parce que on pourrait essayer de le faire, mais il faut être de plus en plus capable d'intervenir sur des systèmes numérisés qui ne permettent pas d'entrer dans la mécanique. Donc voilà, je fais cette analogie parce qu'elle est pertinente. On doit plutôt donner plus de moyens d'être autonome et de faire les procédures nécessaires pour montrer comment on valorise un projet, une activité, et que ce soit évalué, mais avec de l'honnêteté des deux côtés, évidemment. Et il faut rendre aussi les citoyens et les usagers plus capables de entretenir et de réparer leurs objets, leurs équipements, leurs outils de travail ou de vie, et pas l'inverse. Et quand on vit à la campagne, je pense qu'on s'en rend un tout petit peu plus compte, parce qu'on est un peu plus en confrontation avec ceux qui contribuent à la consommation et au mode de vie, on va dire, essentiel. Donc la nourriture, le vestimentaire, l'équipement, le transport, etc. Et donc, si je fais cet épisode aujourd'hui, c'est pas par énervement, c'est parce que je suis heureux de reconnaître qu'il y a cette opportunité à la campagne d'être connecté à l'essentiel, et ensuite de porter un regard encore plus critique sur l'obsession que nous avons pour créer des cadres, créer des règles, des réglementations qui ensuite enlèvent l'humanisme de l'évaluation et de l'accompagnement. Et il y aura toujours de la déviance et toujours de la triche. C'est pas ça qui caractérise la masse. La majorité de la population ne veut pas ça. Elle ne ferait pas. La majorité des personnes et des structures essayent de faire les choses correctement. Donc, vaut mieux réinvestir dans un accompagnement humain et dans un cadrage humain des activités, plutôt que essayer de standardiser, automatiser, parce que je pense sincèrement qu'on n'arrivera jamais à faire une réelle simplification à ce point de vue. Je ne pense pas. Je pense que c'est trop difficile quand on regarde de manière empirique ce qui s'est passé depuis 30 ans à ce sujet-là. Voilà, et qu'on soit clair dans cet épisode, hein, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut enlever des normes ou des règles ou des incitations positives sur le plan de la transition écologique et de la justice sociale. Je suis en train de dire, c'est sur la forme de l'accompagnement, sur le volume
et sur des choses qui n'ont rien à voir avec la justice sociale et la transition écologique. Je parle de choses qui sont beaucoup plus liées au financier, qui sont beaucoup plus liées au juridique, beaucoup plus liées à l'administratif, à la compta, des choses qui, sincèrement, perdent énormément de temps pour les acteurs économiques. Et quand ils ne sont pas staffés, parce qu'ils n'ont pas les ressources financières pour correctement le faire selon les règles et le suivi administratif centralisé, eh bien, c'est double peine. C'est double peine. Donc, soyons plus humanistes dans l'accompagnement, soyons plus humanistes et écologistes dans l'accompagnement des acteurs économiques dans les territoires tout azimut, mais notamment dans les territoires ruraux où on se rend compte de l'absurdité un peu plus facilement. À très bientôt dans un nouvel épisode Quitter la ville, mieux vivre à la campagne.